Et salutations à vous, voilà, je voulais vous présenter le dernier tome de la gamme The Witcher, dans le tome du chaos, qui traite, bon, qui revisite en fait les trois carrières, donc celle des mages, celle des prêtres et celle des druides, qui est revisitée, retravaillée. Ça va même jusqu'à la profession et aussi aux arbres de compétences exclusives. Ils ont vraiment proposé une autre approche. Donc ce tome de chaos, le tome du chaos, voilà, c'est sur la magie donc hein, essentiellement, avec cette petite phrase là qui sur la première page qui fait bien sûr allusion à la discussion entre Ciri et Yennefer dans les romans, quand Ciri demande en fait à Yennefer qu'est-ce que c'est la magie, et donc Yennefer lui dit voilà c'est de l'art, c'est du chaos et c'est aussi une science. Donc nous avons un tome qui est quand même un recueil de règles sur la magie, la prêtrise et la voix du druide, assez quand même copieux. Donc nous avons quelques pages sur les lignes de magie ley, donc on le trouve dans les romans, hein, Yennefer en parle, pour expliquer la magie à Ciri. Euh, Ce sont des lignes de force, d'énergie élémentaire qui sont teintées par le feu, la terre, l'air, l'eau. Et elles peuvent être repérées par quelques phénomènes à proximité que le Kidam peut remarquer. Et bien sûr, les experts en magie, donc les mages, peuvent bien sûr les détecter plus facilement. Et ces lignes aussi de magie, ces lignes de force, améliorent la magie. Voilà. En spécifiant spécifiquement par rapport à l'énergie élémentaire dont elles dépendent. Nous avons après vraiment trois gros chapitres. Euh, le plus costaud est celui des prêtres en fait, mais ils sont tous quand même assez copieux. Donc on a un premier chapitre sur les mages avec la ligne de vie, donc qui est totalement retravaillée. Donc c'est une nouvelle, voilà, une nouvelle vision de la carrière des mages. C'est chouette, moi je l'ai trouvé bien. Donc on part bien sûr tout simplement hein, sur la jeunesse du magicien, comment on découvre sa magie. Ensuite, bien sûr, il faudra choisir l'école. Après, ça tourne surtout autour du mentor qui prend une importance et l'apprenti, parce que le magicien aura peut-être un apprenti avec une petite histoire et un avenir. Voilà. Pareil avec le mentor. Voilà. Mentor et apprenti sont des points importants dans cette ligne de vie, quoi. Voilà, donc je le trouve, c'est pas mal. Ça revisite quand même assez bien et ça approfondit bien sûr le background des mages. Pour les prêtres, nous avons pareil, avec un détail de toutes les divinités. Alors c'est vraiment des détails sur une seule page. On a un peu plus d'éléments. Là par exemple vous avez Mélitel, Koranag, etc. et Epona. Voilà, c'est des petits détails, c'est plus détaillé. Voilà, et c'est surtout plus étoffé, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup plus de divinités que dans le livre de règles de base. Et nous avons ce qui est intéressant, bien sûr, la réécriture, disons la réécriture, une autre proposition de la profession de prêtre. Comme voilà. Donc voilà, c'est une autre profession de prêtre proposée. Donc ça c'est assez intéressant. On va le retrouver aussi pour le druide. Le druide aura en fait sa propre profession, sa nouvelle profession de prêtre, de druide. Dans le chapitre des druides, il est bien sûr beaucoup plus travaillé. Enfin, on sait des choses sur les druides, en tout cas pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas une grande connaissance du lore de The Witcher. Enfin, ils vont pouvoir avoir des informations sur l'histoire des druides et sur les cercles, bien sûr, qu'ils forment. Et des cercles là aussi vont être détaillés, des cercles importants dans le monde de The Witcher. Alors c'est pareil, bon voilà, c'est sur une petite page,
mais c'est déjà, je dirais, pas mal euh, comme esprit de synthèse. C'est quand même pas mal. Nous allons ensuite avoir le matériel magique. Et avec une petite nouveauté, c'est les Magical Gifts. Dans les Magical Gifts, eh bien en fait, ils partent du principe que les Kidam, les professions, les personnages qui sont non sorceleurs, non mages, non prêtres, peuvent avoir développé en fait une petite forme de magie très simple qui va tourner autour d'un seul petit pouvoir. Ils auront vigueur en fait, ils vont avoir vigueur 2. Ils ne pourront laisser que ce petit don magique mineur, mais c'est pas mal. Ça donne aussi un petit caractère un peu plus magique, je dirais, de l'univers. Voilà, c'est optionnel, hein, ça peut être pris comme ne pas être pris, bien entendu, en fonction de l'atmosphère que vous voulez créer dans le jeu. Compilation of Chaos, eh bien, c'est tout simplement de nouveaux sortilèges, de nouvelles invocations pour les prêtres et les druides. Il y a aussi 2 ou 3 nouveaux signes de sorceleurs, si je ne me trompe pas. Il y a des rituels et aussi des nouvelles malédictions. Nous avons ensuite le marché de la magie. Alors là, nous avons en fait aussi tout un pan qui existait dans le jeu vidéo, qui n'avait pas été traité jusqu'à présent, et qui maintenant a été traité voilà, par des règles. Donc on retrouve bien sûr les glyphes, les enchantements, les élixirs, des objets magiques. Alors c'est intéressant parce que dans le livre de règles, on avait quand même des gros artefacts magiques qui étaient, bon, ma foi, très, très chouettes à lire, mais bon, pour les donner à des personnages, ça pouvait être plutôt du metagame ou sur des fins de grosses campagnes. Bon, enfin, là, nous avons quand même des objets magiques beaucoup plus profanes qui peuvent être intéressants. Et aussi, on a l'émergence des trophées. C'est pas mal. Alors les trophées, bien sûr, c'était un peu comme dans le... Bien sûr, hein, ça s'inspire forcément du jeu vidéo. Donc quand Giralt, en fait, prend un trophée autour de la taille, qu'il a tué un monstre, qui met c'est la tête du monstre, en fait, sur une des piques à sa ceinture, il gagne, en fait, un petit bonus en fonction du monstre qu'il porte, le trophée du monstre qu'il porte. Et là, en fait, ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, mais ce n'est pas uniquement réservé aux sorceleurs. En fait, toutes les classes martiales, par exemple, pourraient porter des trophées et bénéficier en fait de ces petits avantages. Voilà. Après, nous rentrons dans des magies qui avaient été complètement mis de côté, bien sûr, dans le livre de règles, qui est déjà fort épais et volumineux. Donc là, on a les arts sombres. Dans les arts sombres, on a la nécromancie, l'art des mutations, bien sûr, les mutagènes, et nous avons la goétie. Donc la nécromancie, bon, ils n'expliquent pas vraiment d'où vient la nécromancie, si ce n'est qu'ils font la compilation de la magie de la nécromancie, en indiquant bien sûr qu'elle est interdite, qu'elle est risquée, parce qu'en fait il y a des fumbles euh, réservés aux nécromans qui sont incroyablement dangereux. C'est voilà, le nécroman se transforme en apo ou en appât à spectre. Donc ça devient très très dangereux. Il n'explique pas vraiment disons, le monde des morts et tout ça, ou les connexions, comment peut s'expliquer par la science la nécromancie. Je trouve ça bien, en fait. Ils disent, bon voilà, on a un acquis, on a un savoir, ce savoir a été compulsé, transmis à certains mages, entre guillemets, un peu, euh, un peu rebelles, un peu borderline, et voilà, on se borne à réaliser ces rituels et cette magie, et on communique avec les morts. Voilà. On a la Goétie. Goétie, c'est bien sûr tout l'art avec les démons. Là, c'est pareil. On part d'un postulat, bon, les démons viennent d'ailleurs, d'une autre dimension. Avant nous, des mages ont travaillé sur cela. Ils ont compilé des sorts, des rituels pour faire venir ces créatures. On sait qu'il y a des risques hein, de possession
et tout ça et tout ça. Donc faites attention quand vous faites de la goétie, c'est dangereux parce que vous faites venir des choses extérieures à cet univers qui sont désireuses de plein de choses et les petites âmes les intéressent peu. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal aussi. J'ai bien aimé en tout cas. C'est un chapitre quand même qui est ma foi intéressant et qui ne fait pas de ces arts, bien que ce sont des arts noirs et proscrits, ça n'en fait pas aussi des arts, comment dirais-je, totalement infernaux. Voilà, je peux dire, ou je dirais loyal mauvais, ça veut dire vraiment réservé à une classe ou à une profession où il faudrait jouer des gens maléfiques. C'est beaucoup plus justement tendancieux, quoi. Et j'ai bien aimé ce concept-là, c'est dire, bon, c'est comme si on s'amuse avec la radioactivité. Bon, voilà, ça peut fournir beaucoup d'énergie, mais il y a des risques. Donc des fois, il vaut mieux rester avec le petit briquet qui a aussi des risques, mais bon, voilà, c'est pas du tout pareil. On joue pas dans la même cour d'école. Donc j'ai bien aimé. Voilà, ça. Bon, on ressent cette patte toujours de The Witcher, quoi. Euh, le mal ne vient pas forcément justement des monstres, quoi, hein, que le mal est en fait véhiculé principalement par l'humanité dans toute sa splendeur, quoi. Donc nous avons ensuite les mages, tout un chapitre sur les mages, dont les principaux mages du continent. Euh, c'est bien fait. C'est en fait d'une certaine manière, c'est présenté de la même manière que les personnages du recueil du livre des règles, hein. Voilà. Voilà, il y a une fiche synthétique et un petit historique de la personne. On va aller voir Kera. Voilà, Kera et Margarita, vous voyez, la présentation est très similaire aux personnages de la Hanse de Gérald qui sont présentés au début du livre de règles. Voilà. Mais ma foi, on a les stats de ces grands magiciens et magiciennes. Nous avons ensuite un scénario. Un scénario, Bidding Close, qui est pas mal du tout, alors qui est fortement bien sûr inspiré de la tonalité de ce volume, hein, bien sûr, Accès Magie. C'est un genre de petit huis clos, bon, je vous en dis pas trop, mais avec une malédiction. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'est dans l'esprit, quoi. C'est dans l'esprit, il y a toute cette dimension morale, et bien sûr, on est un peu dans l'esprit de ce tome. Bon, je ne veux pas en dire plus, j'allais vous en dire plus, mais non, je ne veux pas vous en dire plus, mais le scénario est pas mal. Le scénario est pas mal. Nous avons un bestiaire. Alors, un bestiaire, ma foi, bien sûr, très très court, qui rajoute des personnages qui sont taillés pour le tome de la magie. Comme, à part vraiment la truc, le monstre qui dénote le plus, qu'est-ce qu'il fait là, je dirais même, c'est le grand ours, le Great Bear. Franchement, je ne vois pas trop ce qu'il fait là, si ce n'est que dans le jeu vidéo, des fois, c'est vrai, on croisait quelques ours géants, quelques grands ours, à côté des cercles de pouvoir où on voulait récupérer un petit point d'énergie. Mais bon, voilà, à part ça, je ne vois pas qu'est-ce qu'il vient faire là, ce grand ours, autour de créatures, ma foi, fort peu sympathiques. Nous avons aussi l'armure vivante, mais après, je peux vous dire que ce n'est pas du tout sympathique ce qu'il y a. Bien sûr, le pénitent, bon, pour ceux qui connaissent, forcément, vous savez de quoi je vais causer, bien sûr, comme monstre, de quoi on cause. Pour les autres, c'est plus particulier, ils n'apparaissent pas vraiment dans le jeu vidéo, mais ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ça finit bien sûr sur un chapitre sur les mutagènes et les composants, comme on retrouve un peu dans le livre de règles, quoi. C'est voilà, c'est comment. Après, c'est très petit, vous voyez, ça fait une page, hein. Donc, on va pas se battre sous les mutagènes et les composants, en sachant que en plus, alors bien sûr, ce sont les mutagènes et les composants qui sont liés au bestiaire, à ce bestiaire-là. En sachant que la mutation
le passage sur la mutation dans les arts noirs, justement, reprend tout ce qu'on trouvait avec le DLC sur Toussaint, quand Gérald en fait découvre le laboratoire d'un magicien qui s'était spécialisé dans la mutation. On retrouve en fait tout ça. Ça veut dire que tout ce passage du jeu vidéo avec les mutagènes se retrouve là. Voilà. On retrouve aussi dans un passage fort intéressant, oui, bon, je vous l'avais précisé, mais c'est pareil là, tout le DLC autour de le cœur de pierre. C'est bon, voilà, hein, on retrouve les glyphes, les enchantements, les élixirs qui tournaient autour de ce DLC. Donc, ma foi, que dire au final? Bon, ben, c'est un supplément quand même qui est fort intéressant. Parce que quand même, il revisite les mages, les prêtres et les druides. Ma foi, c'est vrai qu'avec le livre de règles, on reste un peu sur sa fin, bien qu'on a du matériel, hein, que ça ne manque pas quand même pour bien commencer. Mais là, on voit qu'on prend le temps, on revient sur des professions, sur 3 professions, on leur donne beaucoup plus de champ, et ça, c'est quand même pas mal. Donc, grosso modo, bien sûr que c'est un tome qui est dédié à la magie. Donc, forcément, euh, pour les, pour les joueurs qui auraient fait des combattants, ou même un sorceleur, bon, ça va être. Voilà, hein, on va tourner autour d'une page sur les signes du sorceleur, peut-être un peu sur les mutations. Voilà. Les grands gagnants, bien entendu, c'est un tome sur la magie, ce sont les prêtres, les druides et les mages. Voilà, forcément. Surtout qu'il y a quand même pas mal de sorts supplémentaires, sur à peu près sur voilà, une dizaine de pages pour les mages quand même, 5-6 pages pour les prêtres, voilà, 5-6 pages à peu près pour les druides. Donc c'est quand même pas mal, ça rajoute un peu des listes, ça étoffe un peu les listes qu'ils avaient. Donc c'est quand même pas mal aussi, on est toujours preneur. Donc ma foi, c'est un tome intéressant, voilà, qui a sa place en fait dans cette gamme. Et je le trouve bien fait. Voilà, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas été encore déçu par les tomes, bon, le journal du sorceleur, un très gros bestiaire, par le journal, donc le livre des contes, qui est pas mal aussi, qui propose des scénarios quand même assez intéressants. Là, en plus, grosse surprise quand même, sur un tome qui se veut dédié aux prêtres, aux mages et aux druides, on nous a mis quand même un scénario. Un scénario quand même qui fait une vingtaine de pages, hein. Il est pas mal fait. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a un scénario qui est en plus sur la thématique. Donc ouais, moi je trouve bien. Le bestiaire aussi est pas mal. Les monstres, il n'y en a pas beaucoup, mais les monstres peuvent, ouais, suscitent de l'imagination, suscitent des idées pour comment les mettre, comment les placer dans les aventures. C'est pas mal. Voilà, donc pour ma part, voilà, hein, j'attends avec impatience bien sûr la traduction, l'AVF de chez Asylum, et voilà, qui nous la fasse vite, parce que bon, moi pareillement, je vais bien sûr craquer pour l'AVF. Allez, à ciao et à la prochaine.